Et si notre monde n'était pas réel? Si tout ce que nous croyons voir, toucher et vivre n'était qu'un programme, une simulation complexe créée par une civilisation avancée? Cette idée, aussi folle qu'elle paraisse, n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, elle fascine autant les scientifiques que les philosophes, et elle pourrait bien changer notre perception de l'univers tout entier. Alors, préparez-vous, car nous allons plonger ensemble dans l'une des théories les plus vertigineuses de notre époque, l'hypothèse de la simulation. Loin d'être une simple idée de science-fiction, la question de la nature de notre réalité est en fait l'une des plus anciennes de la philosophie. Pour comprendre d'où elle vient, il faut remonter à plus de 2000 ans, dans la Grèce antique, avec Platon et sa célèbre allégorie de la caverne. Imaginez des prisonniers, enchaînés depuis leur naissance au fond d'une grotte sombre. Derrière eux, un feu projette sur le mur qui leur fait face les ombres d'objets qu'on fait défiler. Pour ces prisonniers, ces ombres ne sont pas des illusions. C'est leur seule et unique réalité. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Platon nous demandait alors: et si nous étions comme ces prisonniers? Si ce que nous appelons le monde réel n'était qu'un théâtre d'ombre, une pâle copie d'une réalité bien plus vaste et plus vraie, inaccessible à nos sens. Cette idée a traversé les siècles. Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes l'a poussé encore plus loin. En plein doute méthodique, il s'est demandé: comment puis-je être sûr que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens n'est pas une immense hallucination, une tromperie orchestrée par un malin génie, une entité supérieure qui jouerait avec mes perceptions? Descartes a cherché une certitude absolue, quelque chose dont il ne pourrait absolument pas douter, et il l'a trouvé dans sa propre existence en tant qu'être pensant. Sa conclusion est devenue l'une des phrases les plus célèbres de la philosophie. Je pense, donc je suis. Même si tout le reste est une illusion, le fait même que je sois en train de douter prouve que j'existe. Mais ces réflexions de Platon et de Descartes posaient déjà la question fondamentale. Comment distinguer le rêve de la réalité? Et si nos sens nous trompaient complètement? Avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle. L'idée d'une réalité illusoire a pris une forme beaucoup plus technologique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. En 2003, un philosophe de l'université d'Oxford, Nick Bostrom, a publié un article qui a fait l'effet d'une bombe intellectuelle. Son raisonnement, connu sous le nom d'argument de la simulation, est aussi simple que déroutant. Il se base sur 3 propositions, et au moins l'une d'entre elles doit être vraie. Première possibilité, les civilisations comme la nôtre s'éteignent presque toujours avant d'atteindre un stade de développement technologique post-humain, c'est-à-dire un niveau capable de créer des simulations d'univers entiers avec des consciences artificielles. Deuxième possibilité, les civilisations qui atteignent ce stade post-humain choisissent, pour une raison ou une autre, de ne pas lancer de telles simulations. Peut-être par éthique, par désintérêt, ou parce que c'est trop coûteux. Troisième possibilité, nous vivons très probablement dans une simulation informatique. Pourquoi la troisième? Parce que si les civilisations ne s'autodétruisent pas et qu'elles sont intéressées par ce genre de projet, alors une seule civilisation réelle pourrait créer des milliards de simulations. Pensez-y comme à un jeu vidéo ultra avancé. Les simulations deviendraient si nombreuses qu'il y aurait infiniment plus d'êtres consimulés que d'êtres réels. Statistiquement, la probabilité que nous fassions partie du monde originel, le vrai monde, deviendrait infime. Nous aurions bien plus de chances d'être l'un des innombrables personnages d'une de ces simulations. Cette idée a été popularisée par des personnalités comme Elon Musk, qui a déclaré que les chances que nous vivions dans la réalité de base sont d'1 sur des milliards. Pour lui, il suffit de regarder la vitesse à laquelle les jeux vidéo évoluent. Il y a 40 ans, on avait Pong, 2 rectangles et un point. Aujourd'hui, on a des mondes virtuels photoréalistes et immersifs. Si on poursuit cette trajectoire, les jeux deviendront bientôt indiscernables de la réalité. Alors, au-delà de la philosophie et des probabilités, y a-t-il des indices concrets dans notre univers qui pourraient suggérer que nous vivons dans une simulation? C'est là que la science entre en jeu et certains faits sont pour le moins troublants. Prenons par exemple les constantes fondamentales de l'univers, la vitesse de la lumière, la force de gravité, la charge de l'électron. Les physiciens ont découvert que si ces valeurs étaient ne serait-ce qu'un tout petit peu différentes,
la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu apparaître. L'univers aurait été soit un chaos informe, soit un vide stérile. Tout semble parfaitement réglé pour nous permettre d'exister. Est-ce une coïncidence cosmique incroyable ? Ou est-ce que quelqu'un a délibérément paramétré les règles du jeu pour que la vie soit possible ? Dans le jargon des programmeurs, on appellerait ça des variables initiales. Ensuite, il y a le mystère de la matière noire et de l'énergie noire. Les astronomes nous disent là que tout ce que nous voyons, les étoiles, les galaxies, les planètes, nous-mêmes, ne représentent que 5% de la masse et de l'énergie totale de l'univers. Les 95% restants sont invisibles et de nature inconnue. C'est un peu comme si la plus grande partie du décor de notre monde était une sorte de toile de fond, une abstraction qui n'a pas besoin d'être détaillée. Mais l'indice le plus étrange vient peut-être de la physique quantique, le monde de l'infiniment petit. À cette échelle, les règles de notre réalité quotidienne ne s'appliquent plus. Une particule, comme un électron, peut être à plusieurs endroits à la fois, dans un état de superposition. Elle n'adopte une position et des propriétés définies que lorsqu'on la mesure, lorsqu'on l'observe. Ce phénomène a conduit certains physiciens à une analogie surprenante avec les jeux vidéo. Dans un jeu, le monde qui se trouve derrière vous ou dans la pièce d'à côté n'est pas calculé en permanence par l'ordinateur. Les graphismes ne sont rendus, c'est-à-dire créés et affichés, que lorsque vous tournez la tête pour les regarder. C'est une façon d'économiser de la puissance de calcul. Et si notre univers fonctionnait de la même manière, si la réalité n'était calculée en détail que lorsqu'une conscience l'observe, cela pourrait expliquer pourquoi le simple fait de mesurer une particule quantique semble la forcer à choisir un état. Ce ne serait pas un hasard, mais une optimisation du programme qui fait tourner notre réalité. Bien sûr, il est crucial de garder les pieds sur terre. L'hypothèse de la simulation, aussi séduisante soit-elle, reste pour l'instant une pure spéculation philosophique. Nous n'avons aucune preuve scientifique directe et irréfutable que nous vivons dans un ordinateur. Tous les indices que nous venons de voir peuvent avoir d'autres explications. Le réglage fin de l'univers pourrait être le fruit du hasard, dans un multivers où existeraient d'innombrables univers avec des lois différentes. Les bizarreries de la physique quantique pourraient simplement être le reflet de notre incompréhension actuelle des lois les plus fondamentales de la nature. De plus, l'idée de la simulation soulève des paradoxes. Si nous sommes dans une simulation, nos créateurs le sont-ils aussi ? Cela mènerait à une régression à l'infini, une série de simulations emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Où se trouve la réalité originelle ? Et même si nous voulions le prouver, comment faire ? Si nous sommes à l'intérieur du système, comme un personnage dans un jeu, nous sommes limités par ces règles. On ne peut pas sortir du programme pour regarder le code source. Peut-être que toute expérience que nous pourrions concevoir pour tester cette hypothèse serait elle-même une partie de la simulation, conçue pour nous donner le résultat que les programmeurs souhaitent. C'est un problème potentiellement insoluble. Pour l'instant, l'hypothèse de la simulation n'est pas réfutable, ce qui, aux yeux de nombreux scientifiques, la place en dehors du champ de la science proprement dite. Alors, que faire de cette idée ? Au fond, que nous vivions dans une simulation ou dans un univers réel, qu'est-ce que ça change pour nous, au quotidien ? La douleur que nous ressentons, la joie que nous éprouvons, l'amour que nous partageons, tout cela est bien réel pour nous au sein de notre propre conscience. Que ces sentiments soient générés par des interactions de neurones ou par des lignes de code ne change peut-être rien à leur authenticité subjective. Peut-être que la plus grande valeur de cette théorie n'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse. C'est de nous pousser à nous poser les questions les plus fondamentales. Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la conscience ? Sommes-nous plus que la somme de nos atomes ? Et surtout, elle nous invite à une certaine humilité. Elle nous rappelle que notre compréhension de l'univers est peut-être terriblement limitée. Et puis, il y a cette pensée finale, à la fois excitante et terrifiante. Que ferions-nous si un jour nous découvrions la preuve ? Si le ciel se fissurait pour laisser apparaître un message, niveau 1 terminé, prêt pour le niveau 2 ? Simulation ou pas, ce que nous vivons, ce que nous ressentons est notre réalité. À nous de la rendre la plus belle et la plus significative possible. Merci d'avoir exploré cette idée vertigineuse avec moi.
Si ce voyage dans les profondeurs de la réalité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt sur Expérience et merci à tous.